Have you ever felt? Are you listening? Damn. Le Var plein sud, voilà, c'est le rendez-vous d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir, on va vous embarquer, mais vraiment dans un endroit, tiens, sous l'eau, pourquoi pas, parce qu'on va parler de plongée. On va parler de ce berceau historique qui est le département du Var, berceau historique de la plongée. On commence avec le scaphandre autonome en 43. On est à Bandol, on a les Mousquemers avec notamment Cousteau et pas seulement. Pas seulement, il suffit justement d'en parler peut-être avec nos invités, avec Philippe Bernardi qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Je disais, berceau historique Mousquemer, il y en avait trois. Il y avait Cousteau, il y avait... Cousteau, Dumas et Tellier. Donc ça, c'est les trois. Là, on va parler de ce berceau, mais avec toi, on va parler surtout de plongée et on va promener vraiment sur nos 400 km de littoral. Le littoral, oui, affirmatif. Il y a beaucoup de plongées dans le Var. C'est le berceau de la plongée. C'est-à-dire, c'est même le premier spot quasiment en plongée en France et en Europe. En France et en Europe, donc une destination très prisée. Pourquoi cette destination est très prisée? Tout simplement parce que la mer est très belle, il fait très beau, température de l'eau et surtout cette clarté magnifique de l'eau. Et donc, qui nous permet de plonger aussi toute l'année. Toute l'année, ce mot-là, toute l'année, c'est-à-dire que c'est cette idée de 4 saisons finalement, parce que c'est un département auquel on pense plutôt habituellement été, alors que vraiment toute l'année vous avez cette possibilité. Et derrière, caché derrière la plongée, mais il y a aussi la culture, ces promenades à travers tout le territoire. Et aujourd'hui, nous avons Marie-Pierre Emmerich qui est avec nous pour nous en parler. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Philippe. Alors avec toi, on va pouvoir parler de culture, mais on va parler aussi bien de culturel et de plein d'autres domaines encore. Plein d'autres choses. Aujourd'hui, je vous amène, j'ai fait une petite sélection de mes, on va dire, ce que je considère mes incontournables du département. Et effectivement, moi, j'ai privilégié les ailes de saison, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le hors-saison, bien que tout soit ouvert en saison aussi. Mais je vous invite à venir vraiment découvrir ce département lumineux, plutôt à l'automne, plutôt au printemps. Et je vais vous donner plein d'idées pour moi, qui sont des choses à voir absolument, et en particulier aussi en famille. En plus, de manière thématique, quasiment, tu es presque en rapport avec le lieu où on est aujourd'hui. C'est-à-dire que de ce cultuel, ici, on a la chapelle Sainte-Roseline qui est tout à côté. On a ce côté culturel avec ici énormément de sculptures monumentales qui sont présentes tout au long, je dirais, à travers tout le parc. Et puis ce côté aussi patrimoine, aussi que l'on a avec les monuments historiques qui est le lieu. Et puis ce côté patrimoine avec le terroir, le vin et autres. Et avec toi, on va pouvoir promener à différents endroits et on ira même au théâtre. Absolument. Et après tout ça, si vous n'avez pas envie de vous asseoir à table et de manger, et pourquoi pas un parfum peut-être qui sent vraiment le bord de mer, puisqu'on parlait de plongée, et ça sera avec Pierre qui est avec nous. Pierre Laurin, bonjour. Bonjour. Alors, maître restaurateur, toi en plus tu as fait ta scolarité aussi ici, dans le département. Tout à fait, à Toulon, lycée hôtelier de Toulon, qui à l'époque s'appelait Saint-Louis, et maintenant qui s'appelle Anne-Sophie Pic. Et actuellement, là, il est sorti il n'y a pas très longtemps, le meilleur apprenti de France. Exactement. Voilà, sort de ce lycée. Exactement, aussi. Un jeune plein de talent qui a un très bon potentiel et qui va faire carrière, j'en suis sûr. Pascal Barandoni. Et avec toi, on va pouvoir tout à l'heure voir une recette. Et tu es juste l'ingrédient principal de ta recette. Alors la Saint-Jacques qui est un produit d'hiver et qui est très intéressant à travailler, notamment en période de fête. Et on va voir parce que c'est-à-dire que là on est dans une période, je vais dire, à l'époque du mimosa, donc mais derrière c'est vrai que cette Saint-Jacques se travaille aussi à Noël pour les fêtes et autres. Exactement. Ça va être une idée recette avec un beurre à préparer chez vous aussi, une manière très très simple qui va pouvoir s'associer à différents plats. Tout d'abord, j'aimerais vraiment qu'on parte avec cette idée de plongée avec toi. On le disait tout à l'heure, on est sur le premier spot de plongée France-Europe, finalement le lieu, la première destination en plongée. C'est une manière historique, c'est aussi parce qu'ici ont été faits les premiers essais et finalement la plongée est quand même partie beaucoup de notre département. Oui, exactement. Alors traditionnellement, la plongée a commencé parce que ça avait un impact militaire, bien évidemment, et puis ça s'est tourné rapidement vers des activités de loisirs. Alors ces activités de loisirs, elles ont été développées dans le département du Var, et on va dire entre Saint-Cyr et Saint-Raphaël, nous retrouvons un grand nombre de plongeurs et de centres de plongée loisirs qui nous permettent d'aller sur de très beaux sites et de très beaux spots. On parlera aussi, je pense, parce qu'on dit plongée, mais la plongée derrière, il faut aussi associer peut-être l'apnée, qui est une autre pratique. On parle de scaphandre aussi, parce qu'il y a l'école de scaphandrie aussi qui est basée à Fréjus, qui était précédemment à Saint-Mandry. Et avec toi, on va promener sur tout le littoral. Tu nous as parlé d'une eau claire, mais finalement, cette idée, pour pas faire chauvin, c'est-à-dire que toi, tu as énormément voyagé à travers le monde. Et il est vrai qu'ici, on a une eau qui a une couleur différente.
Ouais, notre eau, elle est très très claire hein, dans le Var et surtout autour des îles de Porquerolles et Porquerolles, donc parc national. Et on trouve cette clarté. Et chaque fois que je reviens d'un voyage qui a pu se passer dans des eaux plus exotiques ou dans d'autres départements français, on se rend compte que vraiment chez nous, c'est fantastique, cette visibilité et cette clarté. Porquerolles, après, pour élargir, c'est-à-dire qu'on a une réserve naturelle qui est préservée aussi, ces eaux sont protégées, il y a aussi pareil énormément de braconnage qui est interdit, ça, c'est aussi bien sur terre que sur mer, il y a aussi des marques comme Esprit Park aussi reliées notamment à la pratique aussi de l'écologie et puis à on relaie aussi le message de cet environnement de protection de la nature. Grâce à cette préservation, aussi bien je parle d'un point de vue parc national de Porquerolles, mais cette préservation d'un point de vue terrestre, mais également d'un point de vue marin et sous-marin. Donc ça a permis que de nombreuses espèces soient présentes chez nous. Et entre autres, je parlerai d'une espèce emblématique de Méditerranée, qui est le mérou. Et que l'on voit, je dirais, le mot profusion est fort, mais qui vraiment prolifère dans nos eaux, et grâce au moratoire et la pêche interdite et les contrôles de braconnage qui ne se produisent plus, cette espèce a pu se développer, et même chez nous, nous avons des gros poissons, et on n'a rien à envier aux espèces exotiques, hein, c'est vraiment magnifique. En citant ces poissons, moi j'ai presque envie de me dire, c'est vrai que là on va plonger, quels sont les poissons qu'on peut arriver à voir, quelles sont les expériences qu'on vit en mer, quel genre de poissons on peut découvrir? Alors tout d'abord, chez nous, on a des sites de plongée qui sont adaptés à tous les niveaux. Donc du baptême de plongée qui se passe ce qu'on appelle dans un espace proche, c'est-à-dire dans la zone des 6 mètres. On va avoir un ensemble de poissons, de petits poissons de l'espace proche. Entre autres, la saupe, qui est un poisson herbivore, qui broute la posidonie. Alors la posidonie, c'est l'élément, le poumon de la Méditerranée, hein, c'est l'élément écologique primordial en Méditerranée. Et chez nous, la posidonie, elle est vraiment très en forme, et ce qui montre justement que cette eau est très très belle. Là, tu viens de nous citer une partie de promenade, finalement, de plongée, mais cette partie de plongée, c'est une plongée, là, que tu viens de citer, pour voir ces poissons. C'est quelque chose qui peut se faire en famille, sans avoir, finalement, de diplôme ou de formation particulière? Exactement. Donc, en famille, on peut réaliser de la randonnée palmée. Donc la randonnée palmée, c'est comme quand on est d'un point de vue terrestre, on se balade. Et bien là, on se balade dans l'eau, en surface, et on arrive à voir tout ce qui se passe sous l'eau. Et là, c'est particulièrement adapté aux familles parce qu'il n'y a pas besoin d'un niveau élevé, c'est apaisé, c'est vraiment sur du bien-être, on est vraiment tranquille. La plongée aussi, hein, c'est... Et avec de la longe-côte aussi, où on peut faire également du longe-côte. Donc là, c'est de la promenade, alors c'est plus adapté à des endroits, des plages de sable, où là, on rentre un peu plus dans la partie physique, mais une partie physique apaisée, tranquille, où les gens arrivent à marcher sans porter leur poids, et là c'est vraiment magnifique. Et puis on peut faire de la lecture de paysage aussi, c'est-à-dire que on a cette barrière entre la terre et la mer. Donc là, on est sur ce bord de mer. Si on veut voir des poissons un peu différents et en allant un peu plus loin, et où là, par contre, peut-être il y a des niveaux de plongée peut-être un peu plus pointus, où il faut certains niveaux et une certaine... Voilà, exactement. Alors donc, si on veut aller un peu plus loin, même pratiquer en famille aussi, ben, je vous invite à aller dans des écoles de plongée, puisqu'il faut passer par des professionnels. Ces professionnels, tout d'abord, sont professionnels, mais ils sont aussi des passionnés. C'est-à-dire qu'on ne vient pas à ce métier de moniteur de plongée ou de gérant, ou pour ma part, directeur de centre de plongée qui est Espace Mer, qui est sur la presqu'île de Gien, donc en cœur de notre territoire, au milieu. On ne vient pas sans passer par des professionnels. Tous les ports, finalement, les écoles, il y en a sur tous les ports. Alors donc de Saint-Cyr à Saint-Raphaël, dans quasiment tous les ports, on va trouver plusieurs centres de plongée qui pourront vous amener sur les sites de plongée magnifiques. Et je tiendrai également à souligner que dans le département du Var, on est le département où il y a le plus d'épaves aussi. Donc, ces épaves sous-marines qui reflètent J'aime bien quand tu précises des épaves sous-marines. Oui, oui, alors bon, c'est un peu ambigu, mais non, là, ce sont des épaves sous-marines d'anciens bateaux qui vont de l'époque romaine, ou étrusque même, jusqu'à l'époque moderne, puisque de nombreuses épaves ont été coulées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les baptêmes, finalement, de plongée, c'est-à-dire que c'est tout niveau pour le baptême de plongée, à tout âge. Alors, et après, ce que j'allais dire, et là tu es en train de dire la découverte des épaves, par contre, est-ce qu'on peut le faire dans ces baptêmes de plongée ou c'est plutôt des niveaux un peu supérieurs en plongée? Alors, très difficile parce que généralement les épaves sont plus profondes
Pourquoi? Parce que quand elles sont pas profondes, elles sont récupérées. L'acier est en chair, etc. Et puis pour des aspects environnementaux, les épaves ne restent pas. Donc sur des baptêmes, autour des îles d'Hyères, par exemple, il y a une petite épave qui est sur la balise de la Jaune Garde, à l'extrémité de Porquerolles, où l'on peut emmener des baptêmes de plongée. Et c'est à tout âge, mais à partir de 8 ans. Je pose une question toute bête à Pierre. Pierre Laurin, toi tu es à Sifour, tu es sur un port Sur le port du Brusque, effectivement. Tu en vas régulièrement décoller des plongeurs peut-être de là-bas? Totalement. Ouais. Oui, on a plusieurs clubs de plongée sur le Brusque et effectivement c'est un sport nautique qui est très prisé sur le port où Alors justement, le public plongeur, c'est tout de même un public vivant, voire bon vivant. Et donc, d'un point de vue restauration, c'est quelque chose que l'on apprécie. Oui. On apprécie bien évidemment la nourriture, le bon vin aussi, et puis l'aspect patrimoine et culturel également, parce que chaque épave, ça a son histoire, et tout plongeur aime bien connaître l'histoire. Parlant vin, j'allais dire, c'est aussi l'amour du vin dans votre lieu, puisqu'en parlant du vin, parce que dans cette formation que tu as eue, au lycée Saint-Louis, qui aujourd'hui est le lycée Anne-Sophie Pic, pareil, toi dans ton restaurant, cet amour du vin, comme il disait, pareil, il y a cette offre aussi, cette possibilité d'avoir le côté œnologique est présent aussi dans ton lieu, c'est-à-dire dans le choix aussi, pareil, et tu fais voyager à travers nos différents cépages de département aussi. Et effectivement, on essaie d'avoir plutôt une belle cave, et puis tout est dans le conseil également, et puis voilà, on essaie de faire un jeu. Parce que ta femme qui travaille avec toi. Exactement, et sommelière, et on essaie d'apporter ce conseil, de faire des jolis accords mets et vins entre notre cuisine et notre carte de vin qui est évolutive dans le temps, et on découvre au fur et à mesure des vignerons, que ce soit ici dans le Var ou dans d'autres régions, mais c'est vrai qu'on prend vraiment plaisir à travailler avec nos produits locaux. Oui. Et là, j'ai presque envie de prendre un grand bol d'air comme ça et retenir ma respiration pour parler de quoi? D'apnée. C'est vers ça aussi que je voulais t'amener, c'est-à-dire que même s'il y a le côté bon vivant, il y a un côté avec l'apnée, c'est une pratique complètement différente de la plongée, où là, c'est une pratique qui peut être s'apparenter peut-être à quelque chose qui est de la détente, du yoga, de la maîtrise de soi, parce que aussi, j'allais dire, la mer et l'eau, c'est aussi cette idée de se ressourcer aussi, se retrouver, le bien-être est complètement dans cette pratique-là. Exactement. Alors historiquement, beaucoup de plongeurs bouteilles, scaphandres qu'on appelle, avaient commencé par l'apnée. C'est un petit peu mon cas. Commencé par l'apnée, puis après on est passé à la bouteille. Et à l'heure actuelle, on se rend compte que beaucoup de plongeurs bouteilles reviennent à l'apnée ou viennent à l'apnée pour cet aspect tout simplement liberté. Parce qu'on n'a plus de scaphandre, on se sent libre dans l'eau. Et également, c'est la maîtrise de soi, c'est se connaître. C'est travailler au travers de différentes méthodes, entre autres le yoga, donc s'apaiser pour pouvoir rester dans l'eau. Et là, je dirais tout simplement, lorsqu'on fait de l'apnée, on s'évade totalement. Et notre département, il est vraiment adapté à ces pratiques-là, parce que d'abord, il y a beaucoup de sites, de côtes, de reliefs, et également l'apnée est toujours plus rassurant. Quand on a cette clarté de l'eau, on en revient toujours à cette eau. Moi, j'ai grandi ici aussi dans le Var, et pourtant, j'ai jamais pratiqué la plongée. C'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Pourquoi? Parce que je bascule facilement plus vers le kayak, vers le paddle. Ça, c'est des choses comme ça, vers le nautisme. C'est-à-dire que moi, finalement, j'y ai trouvé aussi avec la mer des activités complètement nautiques et qui sont extrêmement variées pour chacun d'entre nous. Alors exactement, de nos jours, on assiste beaucoup à cette clientèle touristique qui réalise plusieurs activités. Donc ils piochent un peu au travers des activités. Alors pour ma part, initialement centre de plongée, je suis également parti sur du kayak de mer, sur du paddle. On retrouve ici sur nos côtes vraiment tous ces éléments fantastiques pouvant être pratiqués là aussi toute l'année, et bien évidemment on a le kite aussi. Donc on fait beaucoup de clients plongeurs qui quand il n'y a pas de vent, parce que nous quelquefois le vent il nous gêne un peu pour accéder à des sites, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils font du kite. Après le kitesurf et puis des tas de balades en toutes sortes, c'est-à-dire que là on parle beaucoup du littoral, mais j'ai presque envie qu'on voyage un peu dans le reste du département avec cette idée que les balades peuvent se faire du côté du lac de Sainte-Croix, ça peut se faire aussi au lac de Saint-Cassien aussi avec des pédalos, on peut être aussi, je veux dire, tiens, je suis en train de dire la descente du Verdon et de l'Argence aussi en canoë, et j'ai envie de me retourner vers toi Marie-Pierre, parce que là dans ce secteur-là, quand on est justement dans tout ce secteur Verdon,
C'est un secteur que tu connais puisque tu t'occupes du tourisme Provence verte et Verdon aussi. Mais avant d'aller là, je vais peut-être envoyer Pierre en cuisine. Bien sûr. Tu as préparé, donc tu nous as dit de la Saint-Jacques. La recette, c'est quoi exactement? Alors c'est une Saint-Jacques juste snackée à la plancha que je vais servir avec un beurre blanc aux baies de Timut, qui sont des baies qui viennent de l'Himalaya, très agrumes. On appelle ça aussi le poivre pamplemousse. Et un petit peu de caviar pour la force. D'accord, va pour la force et on va en prendre avec toutes ces promenades qu'on va faire avec toi Marie-Pierre. Tu nous as parlé de cultuel aussi, c'est-à-dire que le culte et les bâtiments et les édifices religieux finalement se visitent beaucoup dans notre département? Alors, l'histoire de notre département est intimement liée, donc je reviens un peu pour rebondir sur ce patrimoine, parce que c'est vrai que notamment sur Hyères, il y a des belles plongées sur des épaves, on en parlait tout à l'heure. Bon, on a quand même un riche passé depuis les Étrusques, les Romains, et puis dans l'arrière-pays, on bascule plus sur un côté, tout ce qui est templier. On était d'ailleurs à Hyères, il y a la commanderie templière qui battait monnaie. Il faut pas qu'on oublie que notre territoire, c'est quand même un côté, il y a effectivement un côté. Hier, notamment 2600 ans d'histoire aussi, c'est-à-dire qu'on va y retrouver aussi beaucoup de tournées vers l'archéologie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se visiter autour de ces thématiques. Tu disais, on part de hier, mais derrière le cultuel, j'ai peut-être envie de t'envoyer tout de suite en Provence verte. On est avec, par exemple, la basilique de Saint-Maximin. Saint-Maximin, troisième tombeau de la chrétienté, donc après Jérusalem et Rome, où on trouve les reliques de Marie-Madeleine. Alors, si vous allez visiter la basilique de Saint-Maximin, ce que je vous invite à faire, parce que c'est quand même un monument magnifique, il faut forcément le coupler avec une petite balade dans la Sainte-Baume. Il faut marcher une petite heure, mais ça se fait très facilement, c'est accessible même aux enfants, pour aller découvrir la grotte de la Sainte-Baume, qui est une grotte qui est accrochée à la falaise. Donc on est dans une atmosphère complètement différente. Chacun y trouvera ce qu'il veut. Il peut prendre le côté patrimonial et il peut prendre le côté cultuel. Néanmoins, c'est vraiment des balades qui sont à faire. Et moi, je couple toujours cette découverte, enfin du moins c'est ce que je vous invite à faire, avec le cloître de Fréjus, le Toronnet, l'abbaye du Toronnet, que tout le monde connaît, qui est un instrument de musique à elle toute seule. Je vous expliquerai tout à l'heure un peu pourquoi. Et puis Notre-Dame de la Verne. Pourquoi? Parce qu'en fait... Là, on est à Colobrières. Là, nous sommes à Colobrières, donc j'ai fait le Toronnet, Fréjus, Colobrières. Les deux premiers que j'ai cités, le cloître de Fréjus et l'abbaye du Toronnet, se visitent. C'est-à-dire qu'on rentre, ce sont des monuments qui sont gérés par les Monuments de France. Et en fait, lors de cette visite, tout ça, c'est géré par le Pays d'Art et d'Histoire aussi. Ce sont des guides conférenciers qui vous font faire la visite. Et on va vous expliquer comment on vivait. Parce que la vie, vous allez voir que le monument est adapté à la vie, cette vie de reclus. Chose qu'on peut vivre vraiment quand on va à Notre-Dame de la Verne, parce que à la Verne, effectivement, il y a des sœurs qui habitent là, qui sont cloîtrées. Alors, elles ont laissé un accès au monument que vous pouvez visiter, et elles vous expliquent tout ça. Et là, on est vraiment sur du cultuel, mais c'est-à-dire que là, c'est une des facettes, mais on pourrait basculer même, j'allais dire revenir même en bord de mer. Je pense au Rieul Canadel, pareil aussi, qui est une ville de bord de mer. Et là, parce que je me dis, tiens, même ce côté culte, on a des choses connectées à la nature et même peut-être l'architecture en parlant de paysagisme avec le domaine du Rieul. Alors le domaine du Rieul, c'est oui, là on bascule plus dans le culturel. Alors là, c'est une aventure humaine qu'il faut vivre et en même temps, c'est une incitation au voyage parce que vous allez faire le tour du monde dans un espace malgré tout réduit, même si c'est immense. C'est, on va dire, né de l'imagination d'un homme qui a décidé de regrouper... Gilles Clément. Voilà, absolument, Gilles Clément. De regrouper des grandes espèces végétales, notamment qui vivent en milieu aride, où il faut très peu d'eau, et qui les a regroupés dans ce lieu, qui a créé un lieu à son image, en fait. Il a imaginé, et quand vous allez vous balader, vous allez aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Chili, et vous allez découvrir toutes sortes de plantes et vous allez voir qu'elles ont su s'adapter tout au long de l'année. Là, le lieu peut se visiter tout au long de l'année et aussi pareil, il faut peut-être y aller aussi au moment de l'événement Gondwana qui a lieu voilà à la en fin d'année, à peu près au mois de novembre a lieu ce Gondwana. Pareil, et c'est-à-dire en allant là, on va comprendre beaucoup aussi, on apprend beaucoup de notre histoire finalement, des plaques terrestres qui se sont déplacées les unes des autres et finalement notre végétation. Quand tu parlais de toutes ces différentes végétations, c'est des végétations finalement qui sont nos végétations voisines parce que avant nous étions un
notre continent, le fameux Gondwana, mais en partant non pas sur notre continent Gondwana, mais notre département. Côté culturel, où est-ce que tu pourrais nous embarquer encore en sortant là maintenant du golfe de Saint-Tropez où nous étions à l'instant? Alors, moi, je voulais aussi vous embarquer dans un lieu, on parlait de la végétation, donc je vais rester là-dessus. Je vais vous emmener à Porquerolles, parce que Porquerolles, il faut savoir que malgré tout, c'est une île et elle a plusieurs particularités. Porquerolles, on va y trouver des hibiscus qui avaient été plantés simplement parce que c'est assaini l'air et c'était un endroit aussi, à un moment de son histoire, où on y mettait les malades, les lépreux, les gens qu'on ne savait pas soigner. Puis après, ça a été aussi un conservatoire botanique. Ça, peu de gens le savent et ça, j'y tiens absolument. C'est-à-dire qu'en fait, sur une île, il n'y a pas de pollinisation. Donc, on a planté le conservatoire du littoral, il y a planté des essences vraiment pures de courantes que l'on voit au quotidien chez nous et qui permet qu'il n'y ait pas d'espèces génétiquement modifiées et pour que ça reste des espèces endémiques. Et là, on y trouve un lieu magique que je vous invite à aller ou à visiter. C'est la Fondation Carmignac, qui est né là aussi. Là, on est sur de l'art contemporain. On est sur de l'art contemporain et là aussi c'est né, on va dire, d'un rêve de gosse, d'enfant. Monsieur Carmignac a décidé de créer cette fondation et à la base c'est quoi? C'est un lieu et c'est 300 œuvres d'art qui vont se télescoper et il va travailler à... J'aime avec tous les éléments que tu me donnes, ça me rappelle tout bêtement, c'est-à-dire que de ce jardin d'acclimatation finalement ou de cette histoire-là que tu me racontes avec la végétation, l'art, la nature, la mer et finalement toutes ces choses mêlées, c'est les histoires d'un lieu que finalement il faut pas oublier. Les guides conférenciers sont là, peuvent nous accompagner, peuvent nous guider à travers ces visites. Et puis quelquefois, des fois, ce ne sont pas les guides conférenciers, on a la chance de pouvoir avoir des casques virtuels, par exemple à Brégançon. Alors le fort de Brégançon, oui. Alors là les visites se font des deux façons, soit par le guide, soit par le casque. C'est vrai que le fait d'être en audio-guide, on est plus en autonomie, on est plus en immersion. Le fort de Brégançon, c'est quelque chose qui est maintenant, je pense, nationalement connu, puisque c'est un lieu de résidence, notamment de la République française. C'est un lieu de vacances du président de la République. Néanmoins, c'est un lieu, je pense qu'il faut aller visiter, parce que d'abord, ce lieu, il nous appartient, mais ce lieu, il a une vraie histoire, et qui remonte au temps des Étrusques presque, mais j'exagère un peu, mais au temps où nous avions besoin de nous protéger, où la mer était, c'est de là que venait le danger. Et donc tout notre littoral porte, on parlait tout à l'heure de lecture du paysage, porte ces éléments-là qui sont des éléments défensifs. Et là, le danger, il vient d'où? Il vient de cuisine, tu vas voir. C'est ce que là, tu vas voir, ça va être un plat fameux qui nous attend. Audrey nous vous amène justement vos assiettes et Pierre, Laurent va nous rejoindre aussi, nous faire goûter. Il nous a promis de la Saint-Jacques et merci beaucoup Audrey. Et notamment sur la thématique, là, et pour terminer, n'hésite pas Pierre à nous rejoindre. Sur la thématique, j'ai envie aussi de citer d'autres lieux parce qu'on parle de musée. Merci. On parle de musée, mais on aurait pu citer le cité Louis Tunès, qui est tout récent à Saint-Raphaël. On pourrait citer. J'allais aussi vous proposer, c'est ce que je voulais dire vraiment pour finir sur cette note positive, c'est que très souvent, en fait, chez nous, on a l'impression qu'il n'y a que du patrimoine et puis des personnes âgées qui viennent prendre le soleil. Pas du tout. On est un pays, nous vivons toute l'année, nous avons une vie culturelle très riche. On a parlé des centres d'art contemporain, mais on va parler aussi des théâtres. On a quand même le théâtre Liberté. Là, on est avec 2 scènes nationales. Château-Vallon, on a Liberté. Là, pour revenir à Saint-Raphaël où nous étions, on a parlé du musée, c'est vrai, Louis de Funès. Ici, on a aussi finalement un énorme festival de bande dessinée qui a lieu à Saint-Raphaël. Derrière, on pourrait y associer même résonance urbaine, c'est-à-dire qu'on a vraiment sur les choses contemporaines, modernes, jeunes. On a le musée aussi à Louis de Funès aussi. Alors, Louis de Funès, il y a 2 musées qui sont qui portent le nom de Funès. Il y a le musée Louis de Funès qui retrace, on va dire, sa vie, son œuvre. Moi, je vous invite à y aller parce que c'est un peu de notre enfance, c'est la Madeleine de Proust à Saint-Raphaël. Et après, on a le musée de la gendarmerie qui a été fait, on va dire, autour du gendarme de Saint-Tropez, Galabru et de Funès, à Saint-Tropez, et où là, vous allez retrouver de grands moments et ça apporte. Saint-Tropez, coquillages et crustacés. Absolument. Découverte familiale. Découverte familiale et coquillages et crustacés. Là, on va partir avec toi, Pierre, avec une recette de Saint-Jacques. Voilà, donc Saint-Jacques snacké, un petit beurre blanc, comme je disais tout à l'heure, baie de Tibut.
qui sont très agrumes, très pamplemousse, et qui vont apporter une balance comme ça entre un petit peu l'acidité, la douceur du beurre, et également une force qu'on va retrouver dans ces petites feuilles de moutarde, et ainsi que dans le caviar en fait. Alors là, tu m'as parlé d'un beurre, c'est quel beurre exactement? Alors c'est un beurre blanc en fait, c'est tout simplement une recette de sauce que l'on fait par réduction d'échalotes avec du vin blanc et également du vinaigre, jusqu'à presque évaporation, et ensuite on monte une émulsion de beurre, et c'est très onctueux, c'est une recette qui se marie très bien avec la Saint-Jacques, le côté crémeux, le côté très doux, et que je préconise justement au moment des fêtes par exemple. C'est un plat qui est un petit peu riche et qui se prête à l'hiver. Voilà. Qui se prête à l'hiver? Tu es en train de me dire que si tu cuisines avec ce beurre là, c'est que dire que d'un seul coup, quand on va arriver les beaux jours, tu vas l'oublier ce beurre et tu vas un petit peu, on change de texture, on change de matière, et au profit de juste un trait d'huile d'olive, des cuissons plus grillé, voilà, ouais, exactement, plus de légèreté au beau jour. Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? On va goûter. Hein. C'est délicieux. C'est léger? Oui, c'est léger, c'est délicieux. C'est génial d'entendre ce mot délicieux, et justement là, on est quand même sur la Saint-Jacques, c'est complètement marin. Mais toi, tu travailles aussi cette viande et la Provence au sens large. Exactement. C'est-à-dire qu'elle ne se résume pas. C'est pas parce que tu es sur le port de Sifour, quasiment au Brus que tu es. Pas très loin de l'île du Gaou, pas très loin de Brutal Beach pour les surfeurs, qui est tout à côté, qui est la plage de Bonne-Grâce quand on a le côté un peu plus famille, notamment à Sifour. Tout proche de Sanary aussi, pareil, aussi il y a de l'accès handicapé, etc. Je le dis parce que ces plages aussi ont des possibilités incroyables. Et là, ici, tu travailles aussi pas que du poisson. Non, je travaille également au restaurant des viandes. On a de très bons éleveurs ici en Provence, et que ce soit l'agneau au moment de Pâques ou des viandes un peu plus braisées vers Noël. Il y a vraiment des matières à travailler, quoi. Et puis c'est vrai que souvent la viande, ça m'évoque beaucoup les recettes de ma grand-mère, quoi. C'est vrai que les viandes un petit peu cuites en cocotte, bien marinées, avec des réductions, etc. C'est vrai que c'est des gobes que tu fais très très bien aussi. Et voilà, et donc ça c'est plutôt ma grand-mère qui me l'a enseigné plutôt que l'école. Mais c'est vrai que voilà, je prends plaisir à jouer sur les deux tableaux, à la fois terre et mer, quoi. Voilà. Là, quand tu me parles de tout ça, j'ai presque envie de revenir à toi justement, Marie-Pierre, puisqu'on nous parle là on a parlé de Sanary. J'ai pensé tout de suite plus beau marché de France quand ils ont reçu cette rame-là, plus beau marché. Mais d'un seul coup, on a quand même, juste pour citer rapidement, on a les villages de caractère qu'on a chez nous, Cotignac, le Castellet, Colobrières, mais on a aussi les plus beaux villages de France aussi. Absolument. En fait, on va pas dire, pour certains, ce sont des labels, peu importe, mais c'est vrai que aller visiter, moi j'ai sélectionné 2 villages que je voudrais absolument découvrir, qui sont Bargem et le Castellet. Bargem, village, le Castellet, c'est un village, le plus beau village de France. Et Bargem est un village perché, là, un village, je me souviens plus du terme. Alors en fin de compte, le Castellet, on est sur village de caractère, caractère du Var, et Bargem aussi, l'est aussi, mais il tient Bargem et aussi le plus beau village de France, Bargem, voilà. Tu as Seillan. Et là, c'est vraiment des villages que j'incite à aller voir, parce que tous ces petits villages perchés de crèches d'arrière-pays sont des villages où on découvre, il y a plein d'artisans, plein de choses à voir, etc. Et l'histoire médiévale des villages. C'est très important. Crèche, parce que je trouve ça joli, c'est-à-dire quand on va même à Cotignac avec ces grottes que l'on a là, ces maisons accrochées au rocher, crèche, ça me fait penser à nos santons aussi. Voilà. C'est-à-dire que nous aussi en Provence, c'est ça aussi, c'est ce santon, c'est cette découverte avec ces marchés de Noël, ces marchés de santon. Donc ça aussi, pareil, c'est aussi une saison à laquelle il faut pas hésiter à venir aussi avec cette couleur de Noël. Noël en Provence, c'est quand même la pastorale ovale. Une saison, parce qu'on parle des marchés de Noël, bon, on en a maintenant, mais enfin, nous vraiment le Noël provençal, c'est un Noël calendaire qui commence, c'est une période calendaire qui commence au 1er décembre et qui va se dérouler tout le long du mois, qu'il faut venir voir. Et effectivement, on finit aussi par ce qu'on appelle la pastorale, qui est en fait l'histoire de la crèche vivante
vivantes telles que les Provençaux auraient accueilli cette période, et ce sont les villageois qui la montent, y compris les maires qui jouent dedans. Nous, on a plusieurs villages dans le Var, il y a notamment le Val, Nance-les-Pins, etc. qui le font de plus en plus, et c'est une pièce de théâtre vivante, il faut vraiment venir. Pièce de théâtre vivante, les festivals de jazz, on pourrait citer aussi pareil de danse, de théâtre, la design parade à Hyères, en lien avec Toulon, c'est-à-dire qu'il y a au côté aussi pointu d'architecture, etc. Tu voudrais jouer quel personnage dans la crèche si tu devais en jouer un, parce que finalement le ravi, celui qui découvre, voilà, c'est ce personnage clé. Mais ébahi devant la beauté de nos paysages marins, sous-marins et terrestres. Mais tu as raison, parce que cette beauté-là, toi, ça fait combien de temps maintenant que tu plonges? Ça fait plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans que je suis moniteur de plongée, donc je commence jeune. C'est vraiment ici que tu as souhaité vraiment pratiquer cette plongée. Bon, je suis né ici, je suis né à Hyères, donc au bord de l'eau, et j'ai fait quelques études, et puis j'ai travaillé dans l'industrie, et puis très rapidement je suis revenu à quelque chose de réel pour essayer de vivre de ma passion qui est la plongée sous-marine. En tout cas, la passion, mesdames et messieurs, c'est ça. Finalement, tous les professionnels qui sont présents sur le territoire, c'est découvrir leur passion, qui aussi vont vous faire découvrir notre département, nos paysages, finalement. Et il y a différentes facettes, comme ça, qu'on vous le disait, tout au long de l'année. Et on a la chance, finalement, comme tu le disais tout à l'heure, il faut aussi être bon vivant. Et on a des tables, comme toi aussi. Et tout au long de l'année, tu vas nous faire dérouler des tas de thématiques. Et toujours avec cette idée, tu le disais, côté accès mer, mais en même temps côté Provence. Exactement, c'est ça, une cuisine dans ces dimensions-là. Et puis voilà, comme je le disais tout à l'heure, la carte des vins qui est très importante également, avec une sélection de nos vignerons locaux, que ce soit en Côte de Provence ou en Bandol. Voilà, pour toujours. Le Varois qui peut être là, on a pas mal d'AOP, on a des exactement. On a cette richesse de, j'allais dire, terrienne qui fait. Exactement. C'est-à-dire que la richesse des sols différentes permet d'avoir des vins, mais complètement avec des goûts complètement différents. Oui, et du coup, des accords mets-vins qui sont très, très intéressants et un travail comme ça poussé pour toujours satisfaire nos clients. La conclusion, donc, c'est le Var, plein sud. N'hésitez pas à venir nous voir et retrouver toutes les infos sur visitevar.fr. À très bientôt. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.